La nutrition d'une plante ne se limite pas à l'apport d'NPK. D'autres éléments sont importants, comme les oligo-éléments. Des interactions antagonistes peuvent cependant avoir lieu entre ces différents éléments nutritifs, notamment au moment du chaulage. Quelles sont les grandes règles à respecter pour éviter ces interactions négatives? Oui, alors ça, effectivement, il peut y avoir des interactions positives ou négatives d'ailleurs, mais pour éviter les négatives, il faut d'abord les connaître, ce qui est très difficile. Les éléments minéraux d'une façon générale, que ce soit les éléments majeurs ou les oligo-éléments, dans le sol, ont des relations ultra complexes qui sont, je crois, très mal connues, même des spécialistes de ces affaires-là. Donc c'est très difficile d'en tirer des enseignements pour l'agriculture. Il y a quand même des choses importantes qui sont connues. Dans le cas où il y a excès de calcium, il y a souvent blocage du fer. C'est ce qu'on appelle la chlorose sphérique. Mais ça, c'est tellement connu que là, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais enfin, c'est tout de même un élément important à prendre en compte dans le cas des sols calcaires et à pH très élevé. Autre interaction importante et moins souvent prise en compte, c'est l'interaction entre le potassium et le magnésium. Le potassium et le magnésium sont deux éléments antagonistes. Quand il y a excès de l'un, ça gêne l'assimilation de l'autre. Donc quand on veut faire des analyses de terre, il faut veiller à ce qu'il y ait entre K et Mg, entre potassium et magnésium, un rapport satisfaisant. Ce rapport satisfaisant, je trouve qu'il est de 1. Quand on a K2O sur MgO égale à peu près à 1, un peu plus ou un peu moins, je trouve que c'est un rapport satisfaisant et ce n'est pas tout à fait celui qui est habituellement admis par les laboratoires. En général, les laboratoires admettent un rapport K2O sur MgO nettement supérieur à 1. Mais j'ai remarqué que dans les terrains vraiment fertiles, en général, ce rapport K2O sur MgO est souvent voisin de 1. Alors, on peut ajouter que le rapport K2O sur MgO a souvent été surestimé parce qu'on a mis trop de potasse dans les sols. On a favorisé les fumures potassiques et donc pour des tas de raisons, notamment commerciales. Et à ce moment-là, évidemment, le rapport K2O sur MgO était très supérieur à 1. Ça gêne l'assimilation de la magnésie et ça peut être source de maladies ou de faiblesse chez les végétaux et ensuite se retrouver chez les animaux. Il ne faut pas oublier que le sol imprime sa marque à la plante et que la plante imprime sa marque à l'animal et à l'homme d'ailleurs. Les humains qui consomment des aliments provenant de l'agriculture conventionnelle ou biologique sont influencés par les rapports notamment entre oligo-éléments qu'il y a dans les aliments qu'ils ingèrent. Donc tout ça, ça a beaucoup d'influence sur la santé des végétaux et des animaux et c'est pour ça qu'il existe un vieux bouquin qui s'intitule par André Voisin, spécialiste des herbages dans les années 1950-1960 et qui s'intitule « Sol, herbe, cancer », c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le sol, la plante et l'animal et peut-être l'homme et même sur le cancer. C'était un peu prémonitoire d'ailleurs. Et on peut rajouter plein de choses, mais enfin il y en a une autre aussi que j'aimerais signaler, c'est l'interaction négative entre le cuivre et l'azote. Des excès d'azote gênent l'assimilation du cuivre. Il y a plein d'autres exemples que l'on pourrait donner. Mais bon, ne nous rendons pas malades avec ces histoires-là parce que c'est très compliqué. Apportons une fumure équilibrée sur le plan organique et il y a de fortes chances que les interactions se passent bien. La structure des sols agricoles peut être vite détruite lorsque l'on intervient sur un sol pas suffisamment ressuyé. Auriez-vous une idée, un moyen pour que cela soit respecté? Une idée, un moyen. Le moyen, c'est de regarder, d'observer son sol et de ne pas rouler dessus quand il est humide. Les sols résistent plus ou moins au compactage selon leur nature. Un sol argilo-calcaire, par exemple, résiste mieux qu'un sol sablo-limoneux au compactage, mais il n'empêche qu'il en subit des conséquences négatives. Alors je pense que d'abord, il faut bien distinguer tassement et compactage. Le tassement peut se produire spontanément, sans compactage par une machine ou par un véhicule. Pour reprendre le sol sablo-limoneux ou limono-sableux, il s'écroule sur lui-même facilement, sans qu'on lui demande rien. Il n'est pas nécessaire de le compacter pour qu'il s'écroule sur lui-même. Donc il faut surveiller, ce sont des sols fragiles, à structure fragile. Il faut essayer de les occuper par des racines d'engrais verts aussi souvent et aussi régulièrement, enfin aussi souvent et aussi longtemps que possible. Donc bien distinguer compactage et tassement, avec un tassement qui peut être spontané et un compactage évidemment qui ne l'est pas, puisque là c'est l'homme qui intervient notamment avec ses engins lourds.
Il faut aussi savoir au printemps se méfier des sols apparemment ressuyés en surface, parce qu'ils peuvent être ressuyés en surface, encore humides en profondeur, et si on roule dessus, eh ben, on n'a pas d'inconvénient apparent, parce que ça ne colle pas aux roues, comme on dit dans le monde agricole, mais il n'empêche qu'en dessous, le sous-sol est encore humide et on l'abîme, sans s'en apercevoir. Et cette compaction du sous-sol, ou du sol un petit peu en profondeur, ça peut mettre des années à se réparer. Et donc il faut y faire attention. Un compactage ou un tassement peut se réparer, premièrement de façon mécanique, par un passage de sous-soleuse, et ensuite en installant des engrais verts qui vont envoyer leurs racines dans les fissures créées par l'appareil sous-soleur et qui vont créer la belle structure. La sous-soleuse, c'est un engin qui restaure très grossièrement la structure, mais qui a le mérite de laisser les racines pénétrer, et ce sont elles qui fabriquent la bonne structure.